Et il est peut-être temps de revenir peut-être à une question de fond. D'où vient cet appétit, cette espèce de voracité, espèce de boulimie d'objets, je dirais même, boulimie de nourriture? Et la réponse, bien sûr, pour un biologiste, se trouve tout naturellement dans notre corps. Parce que notre corps est formé de cellules, et que ces cellules elles-mêmes ont une certaine voracité, qu'elles se nourrissent pour se renouveler, qu'elles se nourrissent aussi pour se réparer. Et donc, nos cellules se nourrissent. Et nous sommes héritiers d'une longue histoire. Donc, revenons à cette histoire très très longue qui remonte il y a 4 milliards d'années. Ça fait très loin quand même. Alors, la vie, comment commence la vie? Bon, en fait, les premiers vivants sont assez individualistes. Ce sont des cellules aussi. On pourrait dire des cellules qui apparaissent et qui se nourrissent pour elles-mêmes, selon leurs besoins. Voilà. Et de manière un peu égoïste, je dois dire. Et puis, soudain, je ne sais pas ce qu'il leur a pris à ces cellules, mais elles se sont regroupées pour former des colonies. Ah, voilà les colonies qui arrivent. Les premières colonies, elles ont sans doute trouvé un avantage à se réunir. Et du coup, à partir de ce petit paquet de cellules, à partir de cette petite colonie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cette colonie va diviser les travaux à faire, en quelque sorte. Les cellules vont se réarranger pour former un petit sac, un petit estomac qui est le premier estomac collectif. Donc, notre estomac vient d'un estomac collectif dont les cellules qui tapissent cet estomac sont des entérocytes, des cellules digestives qui se nourrissent. Et les autres cellules qui sont à l'extérieur sont des cellules protectrices. Voilà, donc, on est une sorte de petit sac tout à fait à l'origine. Et ce sac est fixé à un pied, à un sol, et dessine un petit organisme qu'on appelle le polype. Donc je vous ai dessiné ici un polype. Hein? Voilà le polype. Vous voyez, premier schéma, un petit sac, un petit estomac, ouvert vers l'extérieur, des petits tentacules qui apportent la nourriture dans la bouche unique, l'estomac unique. Et qu'est-ce qui se passe alors? Surprise. Parce que, évidemment, le problème du polype, c'est qu'il peut attendre bien longtemps avant de se nourrir. La nourriture vient au gré des vagues, des courants marins, ça peut être un peu long. Il a des tentacules quand même. Et ce qui se passe dans l'évolution, c'est que le polype perd son pied. Et le voilà transformé, ça se renverse, en méduse. Voilà la méduse. La méduse, c'est un polype inversé. Et là, on est très proche encore, plus en plus proche de cette forme-là. Alors le gros intérêt de la méduse, c'est qu'elle mange beaucoup et qu'elle peut exploiter de nouvelles ressources alimentaires. Voilà, les nouvelles ressources alimentaires. Et en plus, les tentacules qui servaient à concentrer la nourriture dans la bouche unique, maintenant, elles permettent de bouger. Ça va très vite, la méduse, avec plein de bras. Et du coup, il y a encore un problème. Un petit problème, c'est que la méduse passe beaucoup d'énergie à absorber pour finalement ne trouver que quelques aliments intéressants, nutritifs. Il y a une énorme biomasse qui rentre dans cette bouche et très peu, et puis finalement très peu qui sont vraiment utilisés. Il y a un problème. C'est un peu le modèle du sac. On avait parlé du saccage de ce matin. Alors c'est un autre modèle qui arrive, c'est le tube. Alors le tube, c'est formidable. Je sais pas. Le tube, c'est comme ça. Il y a une entrée, il y a une sortie. C'est formidable. Il y a une bouche et il y a l'anus derrière. Et donc, ça va aller très très vite. Tout ce qui rentre peut sortir de l'autre côté. C'est très très efficace. Et ce modèle va servir de base à pas mal d'invertébrés et aussi chez l'homme, bien sûr, où nous avons 7 mètres de tube digestif, ce qui est la longueur d'un boa constricteur. Quand même grand, c'est long. Hein. Alors, autour de cette bouche va se développer un certain nombre d'annexes sensibles et motrices, telles que la langue qui touche, qui goûte, qui fait la préhension des aliments, qui aussi va former le bol alimentaire. Les dents, c'est intéressant, les dents, parce que ça permet de manger plus gros que soi, de croquer, de couper, d'hacher, de déchirer, de broyer.
Et il y a l'œil. L'œil permet d'éviter les obstacles. Tout ça, ce sont des accommodements, des accessoires, des options autour du tube digestif, bien sûr, qui est le centre de la chose. Alors ce tube, on peut le laisser par terre, c'est dit. Ce tube, en fait, est doué de mouvements, et deux types de mouvements. Le mouvement de reptation, qui ressemble au mouvement d'un ressort à boudin, par compression successive, et un mouvement d'ondulation, et donc qui est très efficace. Et ce qui est assez étrange, c'est que notre tube digestif présente ces deux mouvements grâce à ces muscles lisses. Votre tube digestif, en ce moment, est en train de remuer comme un ver de terre. Il a un mouvement de constriction locale en aval du bol alimentaire, et à chaque bouchée, vous avez un petit mouvement pendulaire du tube digestif à ce moment même. Voilà. Alors tout ça, ça nécessite une coordination nerveuse importante, un réseau nerveux très très abondant autour du tube et qui va constituer ce qu'on appelle un cerveau autonome, le cerveau entérique. Vous avez en ce moment en vous un cerveau entérique qui vous guide dans toutes vos conversations, vos désirs actuels présentement. Hein. Et évidemment, il peut y avoir des discordances entre le cerveau entérique et le cerveau plutôt volontaire, on pourrait dire. C'est le phénomène d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous avez les yeux plus gros que le ventre lorsque, il y a une dissociation ou une discordance entre le cerveau entérique et votre cerveau volontaire. Et puis, vous avez bien tout ce goût qui arrive. Et le goût, en fait, c'est un truc, c'est un signal qui nous guide vers ce qu'il nous convient essentiellement. Il faut se fier à ces goûts. Le sucré, ça signale une substance très riche en énergie. Le gras aussi. Alors que l'amer, qui a un goût inné, signale la substance toxique. Et l'enjeu de ces goûts, en fait, se manifeste entre une peur de manquer. C'est l'estomac qui a peur, enfin, c'est grand tube digestif qui est toujours vorace, et la peur de s'empoisonner. Alors on a deux stratégies face à cette peur de manquer, peur de s'empoisonner, soit la prudence, et alors on va manger toujours ce qui est bien connu, toujours la même chose, quitte à y mettre une petite substance addictive au besoin. Voilà, où on mettra aussi de grandes quantités pour satisfaire ces pulsions du manque. Tout le problème, c'est que le goût se forge aussi dans le risque. Y a-t-il encore du goût sans risque? C'est le goût du risque, en réalité, qui est peut-être intéressant. Et aussi la curiosité, ce tube digestif est toujours exploratoire. Il va induire des pulsions vers l'étrange, l'étrangeté, de nouvelles ressources à exploiter. Et c'est toute la mise en place des goûts de la surprise aussi. On peut dire que le goût est ce par quoi l'étrange devient familier. C'est aussi sa fonction. Mais en réalité, nous ne sommes pas tout seuls. Alors je vous ai pris ici, je vais faire une petite numéro. C'est pas facile, ça tombe. Nous ne sommes pas tout seuls. En effet, si on ouvre la bouche et on regarde au fond du tube digestif, il y a plein de monde. C'est la flore intestinale, cette fameuse flore intestinale, qui fait l'objet actuellement d'énormes recherches qui apparaissent comme un véritable coup de tonnerre avec ces nouvelles découvertes. Parce que cette flore, c'est 100 000 milliards de bactéries, avec 400 espèces différentes. 100 000 milliards, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 10 fois plus que le nombre de nos cellules. Mais alors, vous voyez, je suis peu de choses en face de tout ça. On est peu de choses. Si vous voulez, dans le total de notre masse, la représentation de soi n'est que 10%, 90% de l'effectif vivant ou cellulaire autonome, de petits objets autonomes. Donc ce qui est le non-soi, ça représente 90% de notre biomasse.
Ceci va poser des problèmes de tolérance tout à fait curieuses, parce que cette flore, en fait, est ensemencée par la mère au moment de l'allaitement. Donc quand on a un tube digestif stérile, vierge, et c'est le lait maternel qui va ensemencer le tube digestif qu'on va garder toute sa vie. Alors, je terminerai par cette toute dernière découverte. C'est que d'abord, on peut dire que ces bactéries, cette flore, contiennent de la génétique, bien sûr, en quantité énorme. Et la variété des gènes est 150 fois plus importante que la nôtre. Et qu'il y a un véritable axe qu'on a découvert récemment, qui est flore-cerveau. L'axe flore-cerveau. Comment on s'est aperçu? On a fait l'expérience suivante chez les rats. Alors, vous ne venez pas des rats, mais presque, bon, tout à fait quand même, des mammifères. Alors les rats, on connaît deux sortes de rats, des rats explorateurs qui sont très très curieux de rechercher de nouvelles ressources intéressantes, et d'autres rats beaucoup plus modérés, froussards on pourrait dire, qui restent un peu dans leur coin, très timides et qui mangent toujours la même chose. Il se trouve que ces rats ont aussi une flore intestinale. Et l'expérience qui a été faite, c'est qu'on a inversé les flores. On a pris la flore du rat explorateur qu'on a mis dans l'intestin vidé du rat timide et l'inverse. Et on s'est aperçu que le comportement s'est inversé. Et donc, on pense que la flore intestinale va guider votre choix, est capable de guider votre comportement. Non, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes un être pluriel, en symbiose. Et vous-même, qui êtes une faible partie de cet être pluriel. Ça pose des questions quand même. D'abord, des questions de fonctionnement pour nous-mêmes. Comment cet être pluriel, symbiotique que nous sommes, peuvent vivre en harmonie avec lui-même? Et est-ce qu'il n'y a pas, dans le vivre ensemble, une forme de symbiose à inventer? Voilà, je terminerai sur ces quelques questions qui restent ouvertes.